Sean Connery, le premier homme à avoir porté l'élégant costume de James Bond, est devenu une icône cinématographique irremplaçable. Mais derrière l'image de ce valeureux espion, sa vie a aussi été marquée par de nombreuses choses choquantes que peu de gens connaissent. 3 ans après sa mort, quelles vérités surprenantes ont été révélées. L'image parfaite que le public admirait autrefois est-elle tout à fait exacte? Découvrons la vérité qui se cache derrière l'auréole de cette légende. Début. Thomas Sean Connery est venu au monde le 25 août 1930 à Édimbourg, en Écosse, à la maternité royale. C'est son grand-père paternel qui a inspiré son nom. Neil, son frère, est né peu de temps après de ses parents, Euphemia McBain. Maclean était femme de ménage, et Joseph Connery était chauffeur de camion et ouvrier d'usine, né d'un père catholique et d'une mère protestante. Sean Connery grandit dans un foyer chrétien et est d'origine écossaise. La maison de son enfance était noble. Il s'agit du 176 Fountain Bridge. En raison de la démolition du bâtiment, il s'agit aujourd'hui d'un fantôme sinistre. Bien que Connery soit de petite taille lorsqu'il est à l'école primaire, il commence à grandir rapidement à l'âge de 12 ans et mesure 6 pieds 2 à l'âge de 18 ans. Connery n'a pas pu recevoir d'éducation formelle en raison des difficultés financières de sa famille et de ses origines modestes. À l'âge de 9 ans, il a dû commencer à travailler pour subvenir aux besoins de sa famille et a donc cessé d'aller à l'école. La St. Cuthbert's Cooperative Society l'a employé comme laitier lorsqu'il était petit garçon. En 2009, Connery s'est souvenu d'une discussion dans un taxi. Lors du récent festival du film d'Édimbourg, j'étais dans un taxi et le chauffeur n'en revenait pas que je puisse nommer toutes les rues que nous avons empruntées. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il. « Je livrais du lait dans le coin quand j'étais jeune. » Après la Seconde Guerre mondiale, en 1946, Connery décide de s'engager dans la Royal Navy. Pendant qu'il y était, il s'est fait 2 tatouages qui se sont démarqués. Selon son site officiel, ces éléments étaient essentiels pour Sean Connery. Ces tatouages étaient en sérieux, contrairement à d'autres. 2 de ses amours les plus profondes, sa famille et l'Écosse, sont représentés dans ses tatouages. L'un porte les mots « Mom and Dad » en l'honneur de ses parents, tandis que l'autre porte les mots « Scotland Forever » Écosse pour toujours. Ce qui devrait être assez clair. Il a servi dans une équipe anti-aérienne et a suivi les cours de l'école des artilleurs de la marine à Portsmouth. Il a ensuite été promu au poste de matelot compétent à bord du HMS Formidable. Des problèmes médicaux ont toutefois conduit Connery à quitter l'armée en 1949. Sa maladie, une ulcère duodénale, s'est transmise de génération en génération dans sa famille. Après sa démobilisation, il reprend son ancien travail d'intérimaire. Pour joindre les 2 bouts, il exerce divers métiers. Il conduit un camion, surveille les nageurs à Portobello, creuse des fossés et fait même du mannequinat pour l'Edinburgh College of Art. Avant de s'essayer à d'autres métiers, il travaille comme polisseur de cercueils. Cependant, gagner 15 shillings de l'heure en tant que modèle était une activité lucrative pour lui à cette époque. Il était trop beau pour être décrit, un véritable Adonis, selon l'artiste Richard DeMarco, un élève qui a peint de nombreux portraits de Sean Connery à ses débuts. DeMarco a également déclaré que Connery était extrêmement droit et un peu timide. À l'âge de 18 ans, il a commencé à s'entraîner pour un marathon et, en 1951, il s'est entraîné avec Ellington, un ancien professeur de gymnastique de l'armée britannique. Selon certains témoignages, il a concouru pour le titre de Mr. Univers à un moment donné, mais l'année précise n'est pas claire. Selon son site internet officiel, Connery s'est classé 3e en 1950 lorsqu'il a concouru. Selon certains témoignages, il a concouru en 1953, mais n'a pas pu participer à la catégorie des hommes de grande taille. À la place, il s'est classé 3e dans la catégorie des juniors. Lorsque Connery a commencé à perdre contre des Américains dans des compétitions de bodybuilding, il est devenu évident qu'il n'allait pas pouvoir continuer à pratiquer ce sport. Il était contrarié parce qu'ils ne s'entraînaient pas comme lui, ce qui entraînait une détérioration de leur masse musculaire. Ancien joueur de Bonnie Rig Rose, il aimait sincèrement le football. Lors d'une tournée, il a participé à un match local contre un club dirigé par Matt Busby, ancien manager de Manchester United, après avoir obtenu un essai pour jouer à East Fife. Des citations indiquent que peu après le match, Busby, captivé par les qualités athlétiques de Connery, lui a proposé un contrat rémunéré à hauteur de 25 livres par semaine
soit 882 livres en 2023. J'ai compris qu'un footballeur de haut niveau pouvait avoir dépassé la fleur de l'âge à 30 ans. Et je n'avais que 23 ans. Se souvient Connery. Penser à devenir acteur a été une décision intelligente de ma part. Au début, à la fin de 1951, Connery complétait ses revenus en aidant dans les coulisses du King's Theatre, l'un des participants à la manifestation londonienne de culturisme de 1953 a évoqué le fait que Connery avait obtenu un petit rôle de choriste CB lors des essais d'une version théâtrale de South Pacific. Il a doublé 2 des jeunes acteurs principaux. Son salaire passèrent de 12 livres à 14 livres et 10 shillings par semaine, et a joué le rôle du marine CPL Hamilton Steves lorsque la représentation a eu lieu à Édimbourg. En raison de l'énorme demande du public, la série est revenue l'année suivante, avec Sean Connery dans le rôle principal du lieutenant Buzz Adams, un poste précédemment joué par Larry Hagman dans le West End. Sean Connery est resté à Édimbourg pendant le tournage du film. L'un des gangs les plus tristement célèbres de la ville, Les Valdor, l'avait dans sa ligne de mire. Dans une salle de billard, il a déjoué leur tentative de s'emparer de sa veste lors de leur premier assaut. 6 membres du gang l'ont suivi alors qu'il rentrait chez lui après avoir quitté la salle. Au palais de danse, Connery les a guidés d'une main experte jusqu'à un balcon situé à 15 pieds au-dessus du sol. Là, il a attaqué seul les membres du gang, leur cognant la tête après en avoir saisi un par le biceps et un autre par la gorge. Il a acquis la réputation d'un homme rude et a été traité avec beaucoup de respect par le gang après cette bataille. Lors de son séjour en compagnie de l'acteur américain Robert Henderson à l'Opéra de Manchester à Noël 1954, Connery a cultivé son intérêt pour le théâtre. Robert a offert à Sean Connery des éditions de Hedda Gabler, The Wild Duck et When We Dead Awaken, toutes écrites par Henrik Ibsen. Il lui a également suggéré de lire les œuvres d'auteurs renommés tels que Joyce, Shakespeare, Proust, Tolstoï et d'autres. Robert l'a poussé à s'inscrire à un cours de chant et lui a même offert des rôles d'acteur au Maida Vale Theatre de Londres. Il a de l'expérience en matière de tournage. Il apparaît dans Lilacs in the Spring, une comédie musicale de Herbert Wilcox, avec Errol Flynn et Anna Neagle. En 1954, en tant que figurant, Connery doit garder les enfants de l'écrivain Peter Noble et de sa femme, l'actrice Marianne, car il n'est pas à l'aise financièrement, même s'il est engagé comme figurant. Chaque soir, il gagnait 10 shillings. Lors d'une visite au manoir de Noble, Connery fait une rencontre malencontreuse avec l'actrice hollywoodienne Shelley Winters. Elle passa ensuite plusieurs nuits à boire de la bière avec les frères Connery et s'extasia sur la taille, la beauté et la virilité de Connery. Pendant cette période, Connery logeait chez l'animateur de télévision Lou Gardner. Robert s'est avéré être un véritable ami et allié de Sean Connery. Il a facilité sa participation à une production du Q Theatre de Witness for the Prosecution d'Agatha Christie, où il s'est lié d'amitié avec un autre acteur, Scott Ian Bannon. Il a ensuite joué avec Jill Bennett dans Anna Christie d'Eugene O'Neill, a joué Pontus avec Yvonne Mitchell dans The Bucky à l'Oxford Playhouse et a joué dans Point of Departure et A Witch in Time de Q. Il a décroché un petit rôle de boxeur dans la série télévisée The Square Ring alors qu'il était étudiant à l'Oxford Theatre, et il a été dirigé par le Canadien Alvin Rakoff, aujourd'hui décédé. Le film a été tourné à Dover, dans le Kent, et Alvin lui a confié plusieurs rôles. En 1956, Sean Connery fait une apparition sur scène dans Epitaph et tient un petit rôle de criminel dans l'épisode Ladies of the Manor de la série policière Dixon of Dock Green, diffusée par la BBC. Ses modestes rôles dans Sailor Fortune et dans un épisode spécial de l'émission de Jack Benny tournée en Europe ont été rendus possibles grâce à cela. Le rôle de James Bond, l'agent secret britannique, a été la grande révélation de Connery. Le point tournant. Il ne souhaitait pas s'engager dans une série de films, mais il était conscient que si le film était un succès, cela serait extrêmement bénéfique pour sa carrière. C'est grâce aux efforts de Dana Broccoli, épouse du producteur Albert Cobby Broccoli, que Connery a pu décrocher le poste qui allait modifier à jamais sa trajectoire professionnelle. Selon les rapports, c'est elle qui a convaincu son mari que Connery était la meilleure option disponible. Ian Fleming, l'auteur qui a eu l'idée du personnage de James Bond, a exprimé son scepticisme quant au choix de Sean Connery. Il a déclaré « Il ne correspond pas à l'image que je me faisais de James Bond.
et je cherche le commandant Bond et non un cascadeur surdimensionné. Fleming mentionne également que Connery est musclé, qu'il mesure 6 mètres 2 et qu'un Scott n'est pas poli. Blanche Blackwell, l'amante de Fleming, lui a assuré que Connery avait le charme sexuel nécessaire, ce qui a amené Fleming à changer d'avis après la première réussite de Dr. No. Sa décision a été influencée par Blanche Blackwell. En raison de sa profonde admiration, il a incorporé l'histoire de la famille de Connery dans le personnage. Fleming a déclaré dans son roman « Vous ne vivez que 2 fois », publié en 1964, que le père de James Bond était d'origine écossaise et originaire de Glencoe, situé dans les Highlands écossais. Les 5 premiers films de James Bond, créés par Eon Productions, sont Dr. No, Russia with Love, Goldfinger, Thunderball et You Only Live Twice. Connery a interprété le rôle de Sept dans tous ses films entre les années 1962 et 1967. Avec le 7e film, Les Diamants sont éternels, sorti en 1971, Connery a fait son retour dans le rôle après l'avoir quitté. C'est dans le film Never Say Never Again, 1983, remake du film Thunderball, produit par la société Thalia de Jack Schwartzman, que Sean Connery fait sa dernière apparition dans le rôle de James Bond. Chacun des 7 films a été un succès commercial. Selon l'American Film Institute, le personnage de James Bond, interprété par Sean Connery, a été choisi comme le 3e plus grand héros de l'histoire du cinéma. Sa performance exceptionnelle dans le rôle de James Bond est en grande partie due au conseil stylistique qu'il a reçu du réalisateur Terence Young. Young l'a aidé à affiner ses compétences tout en utilisant son élégance physique et sa présence pour l'action. Lois Maxwell, qui jouait le rôle de Miss Moneypenny, a révélé que Terence avait aidé Sean à devenir plus indépendant. Il lui a appris à marcher, à communiquer et même à manger. En outre, il l'a invité à dîner. Le mentorat a porté ses fruits, une semaine après la première de Dr. No. Connery a été inondé de centaines de messages de fans, et il est devenu un sex-symbole important dans l'industrie cinématographique. Après la publication du film Dr. No en 1962, la phrase Bond, James Bond, est devenue un slogan dans le vocabulaire de la culture populaire du monde occidental. Selon Peter Bradshaw, critique de cinéma, il s'agit de la présentation la plus connue jamais faite par un personnage dans l'histoire du cinéma. Bien qu'il soit habillé en tenue de soirée et qu'il ait une cigarette aux lèvres, Connery a réussi à le faire d'une manière froide et méprisante. L'introduction était dirigée vers un adversaire et peut être interprétée comme une forme de défi ou de séduction. Au début des années 1960, l'interprétation de James Bond par Connery était aussi glamour et menaçante que possible à l'écran. La vie de Connery a été menacée pendant le tournage de Thunderball en 1965, notamment pendant la scène où des requins nagent dans la piscine d'Emilio Largo. C'est au cours de la production de Thunderball en 1965 que la vie de Sean Connery a été mise en danger lors de la scène où des requins nageaient dans l'aquarium d'Emilio Largo. Au moment où il lisait le scénario, il s'était inquiété de ce danger potentiel. Connery demanda à Ken Adam de construire un mur de plexiglas unique à l'intérieur de la piscine. Cependant, cette construction n'était pas permanente et l'un des requins réussit à la traverser. Il devait quitter la piscine sans délai. Connery est mécontent de son rôle et de la pression que la série Bond fait peser sur lui, même si Bond a fait de lui un acteur célèbre. Il a exprimé sa frustration en déclarant « J'en ai marre de toute cette histoire de Bond, et j'ai toujours détesté ce foutu James Bond. Si je le pouvais, je l'assassinerais. » Christopher Connery considérait Michael Caine comme l'un de ses amis les plus proches. Par exemple, si vous étiez son ami à l'époque, vous n'auriez pas abordé le sujet de Bond, a déclaré Caine à ce sujet. Cependant, bien qu'il ait été, et soit toujours un acteur bien plus important que le simple fait de jouer James Bond, il s'est identifié au personnage. Lorsque les gens le voyaient arriver dans la rue, il s'exclamait « Regardez, c'est James Bond !» C'était très pénible pour lui de se sentir ainsi. Connery a également joué dans d'autres films à l'époque où il travaillait sur les films de James Bond. Il s'agit notamment de Marnie, réalisé par Alfred Hitchcock en 1964, et de La Colline, réalisé par Sidney Lumet l'année suivante. Le critique de cinéma Peter Bradshaw considère ces 2 films comme ses 2 meilleures œuvres des années 1960 en dehors de James Bond. Connery a eu l'occasion de réaliser et de présenter le film documentaire
The Bowler and the Bonnet en 1967, à la suite d'une relation qu'il a nouée avec l'entrepreneur écossais Ian Maxwell Stewart, avec lequel il a joué au golf au milieu des années 1960. Changement de carrière. L'expérience Fairfield était une nouvelle approche des relations sur le lieu de travail qui a été testée à la Fairfield Shipbuilding and Engineering Company à Glasgow dans les années 1960. Cette expérience est décrite dans le film. C'est Stewart qui a eu l'idée de cette expérience. George Brown, premier secrétaire du gouvernement d'Harold Wilson en 1966, l'a soutenu. Dans ses derniers films, Connery a joué dans plusieurs films qui n'ont pas été bien accueillis par le public et la critique. Parmi ces films, Seaton's First Night, Just Cause, The Avengers at the League of Extraordinary Gentlemen, son interprétation dans Finding Forrester, en revanche, lui a valu les éloges de la critique. En outre, il a reçu un Globe de cristal pour sa contribution artistique exceptionnelle à l'histoire du cinéma mondial. Connery a été classé 8e sur la liste des 100 plus grandes stars de cinéma établies par Channel 4 au Royaume-Uni dans le cadre d'une enquête réalisée en 2003. Pour Connery, l'échec de la Ligue des Gentlemen extraordinaires fut une expérience exceptionnellement frustrante. Il avait le sentiment que le projet était en train de dérailler pendant le tournage, et il a annoncé que le réalisateur Stephen Norrington devrait être enfermé pour folie. Pendant le montage du film, Connery s'est beaucoup investi pour tenter de sauver le film. Finalement, il a décidé de se retirer du métier d'acteur plutôt que de revivre des situations stressantes. Parce qu'il ne comprenait pas le scénario, il a décliné l'opportunité d'interpréter le personnage de Gandalf dans le film Le Seigneur des Anneaux. Selon certaines sources, on lui aurait promis 30 millions de dollars, en plus de 15% des recettes totales du box-office mondial, ce qui lui aurait rapporté un total de 450 millions de dollars. Lorsqu'on lui a proposé d'incarner Albus Dumbledore dans la série Harry Potter et l'architecte dans la trilogie Matrix, il a décliné ces deux rôles. En 2005, il a collaboré avec le producteur d'enregistrement Terry Manning aux Bahamas pour enregistrer des voix off pour le jeu vidéo From Russia with Love. Il a également fourni son portrait pour l'application. Connery a exprimé sa satisfaction que les créateurs Electronic Arts l'aient approché pour lui donner la voix de James Bond. À la suite de la remise du prix de l'American Film Institute pour l'ensemble de sa carrière, le 8 juin 2006, il a annoncé qu'il se retirait de l'industrie du cinéma. Le fait que Connery était mécontent des imbéciles qui produisaient désormais des films à Hollywood a été suggéré comme une cause de sa décision de prendre sa retraite. Le 7 juin 2007, il a déclaré que la retraite était tout simplement trop amusante et a réfuté les spéculations selon lesquelles il apparaîtrait dans le 4e volet de la série de films Indiana Jones. Connery a été honoré par une sculpture de bus en bronze à Tallinn, en Estonie, en 2010. La sculpture a été érigée devant le Scottish Club, qui regroupe des scotophiles estoniens ainsi que quelques Écossais ayant émigré en Estonie. Connery a fait un bref retour sur le devant de la scène en 2012, lorsqu'on lui a demandé de faire la voix du personnage principal du film d'animation écossais Captain Billy. Connery a été le producteur exécutif d'une version qui a été étendue à un total de 80 minutes. Loin des caméras, les fans ont appris qu'il était un supporter du club de football écossais Celtic FC. C'est son père, qui a suivi l'équipe toute sa vie, qui lui a fait découvrir le club. Dans les dernières années de sa vie, Connery a pu nouer une amitié personnelle avec David Murray, le président du Rangers Football Club, ce qui l'a amené à changer d'allégeance pour le Rangers FC, un rival acharné du Celtic. C'est un ami proche, Ian Stewart, qui l'a initié pour la première fois au golf. Passion pour le golf. Sean Connery est non seulement considéré comme l'un des acteurs les plus talentueux de l'histoire du cinéma, mais il est également un grand amateur de golf. Dans le film Goldfinger 1964, dans lequel il incarne James Bond, le personnage de Sept a une séquence de golf dramatique avec le méchant Auric Goldfinger au Stoke Park Golf Club dans le Buckinghamshire, en Angleterre. C'est là que leur histoire d'amour a commencé. Avant le début du tournage, Connery n'avait aucune expérience en tant que golfeur professionnel. Cependant, pour garantir l'authenticité du scénario, il a demandé conseil à Peter Alliss, golfeur professionnel anglais, considéré comme l'un des meilleurs entraîneurs de son siècle. Grâce à l'aide d'Alliss,
Connery a pu mieux comprendre la méthode et le style de jeu, ce qui a facilité le développement rapide de ses talents. Par la suite, le golf est devenu une obsession pour l'acteur emblématique. Dans le passé, Jack Nicklaus, célèbre concepteur de parcours de golf et champion majeur, a commenté la passion de Sean pour le golf. Outre le fait qu'il jouait pour le plaisir, il était également très doué. Lorsque nous jouions ensemble, c'était toujours une expérience merveilleuse, et nous l'avons fait plusieurs fois. Même dans son propre pays, l'Écosse, Connery a participé activement au développement de ce sport. Lui et le légendaire golfeur Jackie Stewart étaient présents à la cérémonie d'ouverture du parcours de golf du centenaire de la PGA à Gleneagles, en Écosse, construit par Jack Nicklaus. Cet événement, qui s'est déroulé en mai 1993, a non seulement été très important pour Connery, mais lui a également donné l'occasion de contribuer à l'essor du golf en Écosse, pays dont il a toujours été très fier de son héritage. En dehors de sa vie professionnelle et de son enthousiasme pour le golf, Connery a eu plusieurs relations amoureuses. Au milieu des années 1950, Connery aperçoit Carole Sopel, une superbe danseuse aux cheveux noirs, alors qu'il joue dans la comédie musicale South Pacific. Il tombe amoureux d'elle. Leur amour est intense, mais il ne dure pas longtemps. Cela n'est pas dû à un manque d'affection entre eux, mais plutôt au fait que la famille de Carole désapprouvait leur relation. Ses parents n'approuvent pas le mariage de leur fille avec un homme d'une autre confession, surtout s'il s'agit d'une jeune actrice qui n'a pas encore fait carrière. Sopel est issue d'un foyer juif traditionnel, et ses parents ne pouvaient pas être plus différents de leur fille. Cet antagonisme a fini par les éloigner l'un de l'autre, ce qui a conduit à leur rupture. Avant que Sean Connery ne devienne un personnage célèbre à l'échelle mondiale, c'était l'un de ses premiers amours. Même si Carole Sopel n'a joué qu'un rôle mineur dans la vie de Connery, cette relation amoureuse semble être le reflet des difficultés rencontrées par l'acteur au début de sa vie, alors qu'il essayait de mener de front son travail et sa vie amoureuse. Selon vous, qui est le plus important, votre travail ou votre vie amoureuse? Que pensez-vous de la possibilité que Connery et Carole Sopel aient pu avoir une conclusion différente s'ils n'avaient pas été confrontés à l'opposition de sa famille? Dans la section des commentaires ci-dessous, veuillez partager vos idées. Vie privée. Plus tard, il a eu une relation avec Julie Hamilton, fille de Jill Craigie, documentariste et féministe. Compte tenu de l'aspect bourru et de la dureté de Connery, Hamilton a d'abord eu l'impression qu'il s'agissait d'un homme désagréable. Elle ne fut attirée par lui que lorsqu'elle le vit en kilt et déclara alors qu'il était la plus belle chose qu'elle ait jamais vue de toute sa vie. Une chanteuse de jazz nommée Maxine Daniels, qu'il avait rencontrée alors qu'il travaillait au théâtre, était une autre personne avec laquelle il avait développé un intérêt mutuel. Il a tenté de l'engager dans une activité sexuelle, mais elle a répondu en déclarant qu'elle était déjà mariée et qu'elle avait une fille. De 1962 à 1974, Connery a été marié à l'actrice Diane Salento. Cependant, le couple divorce en 1971 sans avoir eu d'enfant. Ils ont eu un fils, Jason Joseph, qui est acteur. Au début des années 1970, Connery fréquente plusieurs femmes, dont Diane Cannon, Jill St. John, Lana Wood, Carol Mallory et Magda Konopka. À cette époque, il est divorcé. Entre les années 1975 et le moment de son décès, il épouse la peintre franco-marocaine Micheline Roquebrune. Outre son succès dans le monde du théâtre, il était également tenu en grande estime par d'autres pour ses réalisations dans d'autres domaines de la vie. Dans l'art du karaté Kyokushin, il a reçu le titre honorifique de Shodan, qui équivaut au premier dan, lors d'une cérémonie d'investiture qui s'est déroulée le 5 juillet 2000 au palais de Holyrood à Édimbourg. La reine lui a conféré le titre de chevalier. En raison de ses convictions politiques, il n'a été fait chevalier qu'en 2000, bien qu'il ait été proposé pour l'être en 1997 et 1998. Lorsque Connery a atteint ce niveau de succès, il est devenu facile de divulguer ses secrets à d'autres personnes. Pendant leur liaison, Salento, qui était lié à Connery par une relation amoureuse, a déclaré dans son autobiographie publiée en 2006 qu'il l'avait soumise à des violences mentales et physiques. En raison de la controverse qui a entouré son soutien présumé aux violences faites aux femmes, il a été contraint de reporter une intervention qu'il devait faire devant le Parlement écossais en 2006, ce qu'il a nié.
En 1965, il a accordé une interview au magazine Playboy dans laquelle il déclarait « Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de mal à frapper une femme, même si je ne recommande pas de le faire de la même manière que l'on frappe un homme. » En outre, on a prétendu qu'il avait déclaré à Vanity Fair en 1993 qu'il y a des femmes qui font les choses jusqu'à la dernière minute. Lorsqu'il s'agit d'une confrontation ultime, c'est exactement ce qu'elles recherchent. Une gifle est ce qu'elles désirent. Vers la fin de l'année 2006, il a été révélé que Connery pensait que les mauvais traitements infligés aux femmes ne seraient jamais acceptables, quelles que soient les circonstances. À la fin des années 1980, il a été rapporté qu'il avait eu une liaison avec la chanteuse et compositrice Lindsay DePaul. Cette nouvelle a été révélée alors qu'il était marié à Micheline. Dans une déclaration ultérieure, elle a exprimé ses remords pour cette liaison, non pas parce qu'il était marié, mais plutôt en raison de ses convictions sur la question de la violence domestique. Connery s'intéressait à la politique, en plus de sa position scandaleuse sur la façon dont les femmes devraient être traitées. Il est devenu membre du Scottish National Party, SNP, un parti politique de centre-gauche qui prône l'indépendance de l'Écosse par rapport au Royaume-Uni. Son ascendance écossaise et les expériences qu'il a vécues lors d'un tournage dans les chantiers navals de Glasgow en 1966 ont été les moteurs de sa décision de rejoindre le SNP. Interrogé sur son voyage, Connery a déclaré en 2011 que « The Bowler and the Bonnet » n'était que le début d'un voyage qui l'a conduit à s'engager à long terme dans le Scottish National Party. En plus de fournir une aide financière, il a également fait des apparitions personnelles en faveur du parti. Sa lettre à George Leslie, candidat du SNP à l'élection partielle de Glasgow-Pollock en 1967, se lit comme suit. « Je suis convaincu qu'avec nos ressources et nos compétences, nous sommes tout à fait capables de construire une Écosse prospère, vigoureuse et moderne, dont nous pourrons tous être fiers et qui méritera le respect des autres nations. » Cette lettre a été écrite en 1967. En 2001, lorsque le Parlement britannique a introduit une législation interdisant le parrainage étranger d'activités politiques au Royaume-Uni, il a cessé de soutenir financièrement le Scottish National Party, SNP. En raison de son exil fiscal, il a fait l'objet de réclamations. Controverse et héritage. Sean Connery, qui est devenu une légende du cinéma pour son rôle dans le premier James Bond, n'est pas seulement célèbre pour son illustre carrière, mais aussi pour ses finances personnelles et fiscales controversées. L'histoire de sa vie derrière les projecteurs, de ses dernières années et de la façon dont il a été honoré après sa mort a laissé de profondes impressions. En 2003, Sean Connery a publié des documents prouvant qu'il avait payé 3,7 millions de livres sterling d'impôts au gouvernement britannique au cours de deux périodes, 1997-1998 et 2002-2003. Cependant, cela n'a pas plu à tout le monde, car les critiques ont souligné que s'il avait été résident permanent du Royaume-Uni, le montant des impôts qu'il aurait dû payer aurait pu être beaucoup plus élevé. L'un des incidents fiscaux les plus notables de Connery s'est produit en 2014, alors que l'Écosse s'apprêtait à organiser un référendum sur l'indépendance. En tant que fervent partisan de l'indépendance de l'Écosse, Connery était censé rentrer au pays pour rallier les électeurs et faire campagne pour eux. Cependant, son frère, Neil Connery, a révélé que Sean n'avait pas pu rentrer en raison de son statut d'exilé fiscal. En vertu de la législation fiscale, le nombre de jours qu'il peut passer au Royaume-Uni chaque année est limité sans que cela n'entraîne une augmentation des impôts. Il n'a donc pas pu se présenter en personne pour soutenir la campagne en faveur de l'indépendance de l'Écosse, bien qu'il ait déclaré précédemment qu'il ferait tout ce qui est en son pouvoir pour aider l'Écosse à atteindre cet objectif. Outre sa controverse fiscale au Royaume-Uni, Connery a également été mêlé à une enquête sur l'évasion fiscale en Espagne après avoir vendu sa luxueuse villa de Marbella en 1999. Les autorités espagnoles ont ouvert une enquête sur une fraude fiscale présumée liée à la vente de la propriété, dont la valeur était estimée à 5,5 millions de livres sterling. Bien que Sean Connery ait été innocenté par la suite, sa femme Micheline Roquebrune et 16 autres personnes ont été accusées d'avoir fraudé le trésor public espagnol.
Cette affaire a relancé le débat sur la manière dont Connery et sa famille géraient leurs finances, d'autant plus qu'il a passé une grande partie de sa vie aux Bahamas, un paradis fiscal notoire. Le 31 octobre 2020, Sean Connery est mort dans son sommeil à son domicile de Lyford Cay, un quartier résidentiel de luxe à Nassau, aux Bahamas. Il avait 90 ans. Sa mort a été officiellement annoncée par sa famille et par Eon Productions, le studio de cinéma à l'origine de la série James Bond. Dans un premier temps, la famille n'a pas révélé la cause exacte du décès de Connery. Cependant, son fils, Jason Connery, a déclaré plus tard que son père était malade depuis longtemps avant sa mort. Un jour plus tard, sa veuve, Micheline Roquebrune, a révélé que Sean Connery avait souffert de démence au cours de ces dernières années. Elle a déclaré « Il n'était plus capable de s'exprimer. C'était une très mauvaise chose. Au moins, il était mort paisiblement, sans trop souffrir. » Un mois après sa mort, TMZ a obtenu le certificat de décès de Connery qui confirme que la cause du décès est une pneumonie, une insuffisance respiratoire et la vieillesse. L'heure du décès a été enregistrée à 1h30 du matin. Mais le corps de Sean Connery a ensuite été incinéré et ses cendres sont retournées en Écosse en 2022. La famille a décidé de disperser ses cendres dans des lieux spéciaux de sa ville natale, mais n'a pas révélé les emplacements exacts afin de respecter la vie privée. Cette décision est considérée comme un profond hommage, car Connery a toujours été fier de ses racines écossaises et souhaitait pouvoir retourner dans sa ville natale, même après sa mort. Malgré ses difficultés financières, Sean Connery reste l'un des plus grands fils de l'Écosse. En 2004, un sondage du Sunday Herald l'a élu plus grand Écossais vivant. En 2011, un sondage Euromillions l'a désigné comme le plus grand trésor national vivant d'Écosse. Depuis la mort de Connery, de nombreuses organisations et personnes ont cherché à se souvenir de lui de manière particulière. L'une des plus notables est qu'en 2024, le Festival international du film d'Édimbourg a créé un prix annuel en son nom. Le Sean Connery Award for Outstanding Feature Film est un prix prestigieux de 50 000 livres sterling décerné aux cinéastes dont l'œuvre est plébiscitée par le public. Le fait qu'un prix important en Écosse porte le nom de Sean Connery témoigne de l'impact profond qu'il a eu sur l'industrie cinématographique et sur son pays d'origine. Bien que sa vie n'ait pas été exempte de controverses, l'héritage de Sean Connery demeure dans le cœur du public. Qu'il s'agisse de ses films légendaires ou de ses contributions culturelles mémorables. Sean Connery était une icône d'Hollywood, une légende du cinéma et un fier fils d'Écosse. Sa vie n'a pas été seulement glamour, elle a aussi été sombre, avec des fins de mois financières, politiques et solitaires. Pourtant, son héritage continue d'inspirer des générations d'acteurs et de fans dans le monde entier. Vous êtes fan de Sean Connery? Lequel de ses rôles vous touche le plus? Le légendaire James Bond, William Forrester dans Finding Forrester, ou un autre personnage? Faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de vous entendre. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour des mises à jour plus intéressantes. Nous vous remercions. Nous vous donnons rendez-vous dans les prochaines vidéos.